conditions sont pas favorables nécessairement à une conférence, mais je sais que l'écran aussi, la luminosité n'est pas parfaite, un peu trop clair, et puis le son n'est pas non plus adéquat, mais si vous avez des questions, on n'est pas loin. Ma conférence, elle va porter sur l'empreinte écologique. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est quelle est notre empreinte sur la planète? C'est pas une question basse, évidemment, c'est vraiment une question d'environnement écologique. Ce que je vais vous parler, c'est la notion d'empreinte écologique, des définitions. Ensuite, je vais vous parler de biocapacité. La biocapacité, c'est comment la planète, justement, peut supporter notre empreinte. On va faire un bilan à l'échelle de la planète, mais également à l'échelle de notre pays, le Canada. On va essayer de le faire pour le Québec, Saint-Alexis, etc., pour différentes villes. Ensuite, on va faire notre bilan à nous, mais je vais juste vous présenter un site sur Internet pour que vous puissiez le faire tranquillement chez vous. Des pistes de solutions, quelques pistes de réflexion aussi. Puis, il y aura une période de questions de 15 minutes à la fin. Donc, première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on est en fait dans la croissance. On entend souvent parler de croissance. Une croissance de type exponentiel. Et quelles sont les conséquences de cette croissance-là? Je vais vous le montrer tout de suite. C'est que quand il y a une croissance, par exemple, de l'ordre de 3% par année, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'après 24 ans, la quantité a doublé. Si, admettons, on consomme avec une augmentation de 3% par année, 24 mois plus tard, on a doublé. 24 mois plus tard, encore, on a encore doublé. On voit très bien c'est quoi l'exponentiel et c'est quoi les conséquences. Plus ça va vite. Et ici, il y a un graphique que vous ne voyez pas bien, c'est que depuis les années 1900 jusqu'à aujourd'hui environ, on peut voir qu'il y a eu l'avènement de l'électricité, l'avènement du réfrigérateur, l'avènement du micro-ondes. On peut voir que plus ça va, l'Internet, en quelques années, on a adopté une nouvelle technologie. Auparavant, ça prenait des décennies pour que tout le monde ait son auto, son réfrigérateur, mais maintenant, ça va beaucoup plus vite. Et on le voit sur les différents graphiques ici, c'est que la population mondiale, elle croît de manière pratiquement exponentielle. Notre économie également, notre consommation d'énergie, la population urbaine elle devient de plus en plus importante, la consommation d'engrais, etc., etc. Vous voyez le genre de courbe auquel on fait face. Pour l'hydroélectricité, là, présentement, ça plafonne. Le nombre de grands barrages, on va avoir arnaché les rivières, on peut en arnacher plus. Consommation d'eau douce, ça va en augmentant. Les transports, télécommunications, tourisme international. Donc, on voit bien là, que notre consommation fait en sorte qu'on a une consommation de matière et d'énergie très, très grande. Donc, qu'est-ce qui est en diminution? Il y a par exemple nos prises de poissons dans les océans et dans les mers. Ça a augmenté très rapidement dans les années 50, mais là, ça redescend. On est obligé maintenant d'acheter du poisson en aquaculture, du poisson cultivé, et plus du poisson sauvage comme il y a 1 ou 2 décennies. Donc, on voit qu'ici, on a atteint un seuil. On a trop consommé, on a atteint un seuil. La planète n'est plus capable de répondre, si je l'exprime comme ça. Les élevages de crevettes, on le voit, là, ça va vraiment de manière exponentielle. Les forêts tropicales, ici, ce sont les pertes de forêt, ça va toujours en croissant. La quantité de terres qui sont consacrées pour l'élevage, ça va en croissant, mais ça diminue maintenant. Ça ne peut plus aller aussi vite, parce que couper des forêts, il faut couper les forêts, c'est pas nécessairement bon non plus de couper les forêts. Et puis finalement, ce qu'on voit, c'est qu'à l'heure actuelle, le plus du tiers de la planète est dégradé, on voit que ça augmente de plus en plus vite, globalement.
Ça, on parle souvent du plastique. La consommation de plastique depuis les années 50. Ça augmente, ça augmente, ça augmente. Il y a une petite chute ici. Pourquoi? À cause de la crise financière en 2009. Mais sinon, ça augmente, ça augmente, ça augmente. On a maintenant de l'ordre de 300 millions de tonnes. 0,30 milliards de tonnes. 0,30 gigatonnes. C'est ce que vous voyez ici, le GT, c'est milliards de tonnes. Ouais, mais là, il faut se rendre compte que le plastique, c'est pas grand-chose parce qu'ici, là, on a atteint 60 gigatonnes en 2000 ici. En l'an 2000, 60 gigatonnes, milliards de tonnes de matériel. Le matériel, ça peut être le bois, la biomasse, ça peut être les mines, ça peut être charbon, pétrole, les gaz, etc. Tantôt, je disais des millions de tonnes, là, on est dans milliards de tonnes. Donc, le plastique, c'est quelque chose, mais c'est beaucoup moins important que le restant des flux de matière. À l'heure actuelle, depuis 1970 jusqu'à aujourd'hui, ça, c'est combien de matière qu'on va chercher dans le sous-sol. Et là, on est passé de 30 milliards de tonnes, et là, on est rendu à 80 milliards de tonnes. Et on peut voir que depuis l'an 2000, ça s'accélère, ça va plus vite. À cause de quoi? À cause beaucoup de phénomènes asiatiques. La Chine, le Vietnam sont devenus maintenant nos usines, nos pays où on produit nos produits de consommation. On en arrive en sorte que l'augmentation des matières qu'on soutire va de plus en plus vite. Et les gens nous disent « Oh, ben l'économie va tout régler ». Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que notre économie, elle dépend des flux de matière. Ici, vous avez deux courbes. Les flux de matière qui vont en augmentant et notre PIB, notre économie, notre mesure de l'économie. On voit que ça suit pas mal bien. Sauf que depuis quelques années, la situation a empiré parce qu'on voit que notre flux de matière augmente plus vite que notre économie. Donc, quand les gens nous disent « c'est une économie virtuelle, on va découpler notre économie », non. On le voit très bien ici, il n'y a pas de découplage d'économie avec les flux de matière. Donc, on peut se demander pourquoi ça augmente tout le temps. Est-ce que c'est une loi physique, une loi de l'évolution, une loi biologique? En 1922, il y avait un chercheur, un physicien, qui disait que la sélection naturelle va favoriser l'organisme ou l'espèce qui dissipe le plus d'énergie. Ça, il y a déjà un siècle. Un peu plus tard, il y en a un qui a dit le bien-être des individus se mesure en termes de flux d'énergie dissipé par les individus dans les sociétés. Puis, il le mettait le problème à l'échelle humaine, à l'échelle de la société. Un peu plus tard, là, on est rendu dans les années 2000, il y a des chercheurs qui ont comme découvert une nouvelle loi de la thermodynamique qui dit que les structures qui s'organisent dans nos sociétés, dans les sociétés de termites, etc., celles qui réussissent à prendre le dessus, ce sont celles qui dissipent le plus d'énergie à la minute, je veux dire. Donc, c'est ce qu'on appelle la loi de production maximale de l'entropie. Et ici, on voit un graphique où on a, on pourrait dire, les hommes, les sociétés humaines. On peut voir qu'à l'heure actuelle, nous dissipons 50 watts par kilo. Si vous pesez 50 kilos, il y a tout lieu de croire que vous pouvez dissiper 2500 watts à chaque seconde, à chaque jour de votre vie. Et là, les gens vont dire, ben oui, mais on dit pas 60 watts. Non, c'est parce qu'on consomme du gaz, du pétrole, du charbon, qui fait en sorte qu'on a comme des esclaves énergétiques à notre propre humain. C'est l'équivalent de plusieurs centaines d'esclaves qui travaillent pour nous procurer notre nourriture, notre toit, nos biens, etc. Là, on va parler d'empreinte écologique. L'empreinte écologique, on en entend parler surtout depuis 20 ans. Mais auparavant, on avait une idée de l'impact écologique. On disait que c'était le produit de la population, fois la consommation, fois le niveau de technologie. Donc évidemment, plus la population est grande,
plus évidemment l'impact va être grand sur l'environnement. Même chose pour la consommation. Si on consomme 2 fois plus, ça va 2 fois plus d'impact. Et la technologie. Là, la technologie, c'est pas clair, c'est pas facile. Il y a des technologies qu'on peut considérer vont nous aider à avoir une petite empreinte. Il y en a d'autres. Mais règle générale, on s'est aperçu que plus on a une société technologique, plus elle consomme de la matière et de l'énergie. Donc, cette équation-là, elle date peut-être de 30-40 ans, mais ça a fait réfléchir un groupe de chercheurs qui, eux, ont parlé d'empreinte écologique. Le premier, c'est William Rees, c'est un universitaire de Vancouver. Et lui a dit, une définition de l'empreinte écologique. C'est long. C'est long, mais c'est précis. C'est la surface de terre productive. Le terme productive est important. Et des écosystèmes aquatiques nécessaires à produire les ressources utilisées dans ce qu'on consomme et à assimiler les déchets produits par une population, nous par exemple, définie à un niveau de vie matériel donné, là où cette terre se trouve sur la planète. Donc, c'est très complet, mais les gens, cours de route, ont simplifié. Déjà, son collègue, Carnagel, a dit c'est la superficie de sol et d'eau requise pour soutenir indéfiniment, donc pour que ça soit fiable, une population humaine donnée à un niveau de vie donné pendant un temps illimité. Donc, la notion de surface, dès qu'on voit l'empreinte, ça fait une surface sur le sol. Quelle est l'empreinte due à notre mode de vie? Donc, encore d'autres définitions, le CDE a dit que c'est la mesure en hectares. En hectares, c'est un carré de 100 mètres par 100 mètres. C'est ça un hectare. La plupart des fermes, pas des fermes, on fait quelques dizaines d'hectares. Des petites fermes. Bon. C'est la superficie en hectares biologiquement productive nécessaire pour pourvoir aux besoins d'une population humaine de taille donnée. Et une autre définition, superficie géographique nécessaire pour subvenir aux besoins d'une ville et absorber ses déchets. Puis finalement, l'Office québécois de la langue française, depuis quelques années, depuis 2013, a mis dans son grand dictionnaire la définition de l'empreinte écologique. C'est la mesure équivalente à la superficie et des eaux nécessaires pour répondre aux besoins liés à la consommation humaine. Là, ici, il manque quelque chose. C'est les déchets. C'est pas tenu compte dans la définition. Biocapacité, maintenant. C'est deux concepts qui sont très près l'un de l'autre. L'empreinte, c'est combien on exerce d'impact sur la planète, tandis que la biocapacité, c'est qu'est-ce que la planète est capable de nous fournir, de nous donner. C'est quoi la réponse de la planète? C'est ça la biocapacité. Donc, dans les définitions, capacité des écosystèmes à se régénérer et à absorber les déchets produits par l'homme. On voit, c'est un peu le pendant de l'empreinte. Le QLF, toujours, a dit que c'est la capacité d'une zone biologiquement productive à générer une offre continue en ressources renouvelables et à absorber les déchets produits et qui est calculée en hectares. La définition est un peu plus longue, un peu plus alambiquée, mais ça veut dire quand même ce que ça veut dire. Et finalement, depuis quelques jours, dans le petit dictionnaire Robert, on retrouve la définition de la biocapacité. C'est un indicateur chiffré qui évalue la capacité d'un écosystème. Vous voyez, là, c'est du vivant, là. L'écosystème, c'est du vivant. À reconstituer ses réserves et à absorber les déchets issus de leur consommation. En fait, c'est issu de la consommation globale, mais surtout de la nôtre. Comme on l'a vu tantôt, c'est surtout la nôtre. Donc, c'est une définition tout à fait récente. Et là, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on est en équilibre ou non? On a comme un plateau de la balance avec l'empreinte ici. Des fois, je vais juste écrire E dans mes tableaux. Puis la biocapacité. Parfois, je vais symboliser par B.
Donc, biocapacité, c'est ce que la Terre est capable de nous donner. Ça, c'est ce qu'on soutient. Donc, est-ce que c'est en équilibre ou non? Hein? Ça dépend des places, ça dépend des individus, ça dépend des villes, ça dépend des pays. C'est ce qu'on va voir. Ici, vous ne le voyez peut-être pas, mais c'est un petit camion avec plein de personnes avec leur bagage. Il faut vraiment le voir de proche, c'est assez spectaculaire. Il y a à peu près 200-300 personnes avec plein de bagages sur un petit camion qui va traverser le désert. Et là, moi, ça me fait penser à la planète. Moi, je pense qu'on lui en demande pas mal. C'est comme le pauvre camion, le pauvre chauffeur. Ça doit pas être un cadeau. Ouais, c'est ça. Donc, dans les empreintes, on en a 6 types. Il y a l'empreinte de nos cultures, parce qu'il faut se nourrir. Il y a l'empreinte de nos pâturages, parce qu'il faut nourrir notre bétail. Il faut nourrir nos bœufs, cochons, couvés, comme on disait. Donc, ça, c'est le deuxième type d'empreinte. L'empreinte pour la pêche, parce qu'il y a plusieurs pays, on mange beaucoup de poissons, le Japon. Donc, l'empreinte des zones de pêche. Et les 3 autres, les produits forestiers, parce qu'il faut couper du bois pour soit se chauffer, soit pour notre maison, etc. Les espaces bâtis, donc pour nos maisons, il faut de l'espace, il faut tenir compte de cet espace-là. Et l'empreinte carbone. Et on va voir que c'est cette empreinte-là qui est la plus importante. Elle est surtout reliée à nos modes de transport et à notre électricité et notre chauffage. Donc, c'est l'empreinte carbone fossile, c'est tout ce qui est relié au charbon, au gaz naturel et au pétrole. Donc, c'est l'autre type, la 6e type d'empreinte. Et ça, le travail va être fait pour estimer ces empreintes-là pour une ville, pour un pays, pour une famille, etc. Donc, on le représente comme ça. On a ici un être humain, et puis on a une empreinte. Et l'empreinte, elle est plus grande, beaucoup plus grande que notre pas, parce que ça se calcule en hectares. Donc, on a les forêts, on a ici tout ce qui est la partie de la forêt pour absorber notre carbone. On a ici les pâturages, les cultures, l'endroit pour vivre, etc., etc. Maintenant, tantôt, je vous ai posé la question, est-ce qu'on est en équilibre ou est-ce qu'on ne l'est pas? Donc, on a ici la surface réelle en nombre de milliards d'hectares, j'aurais pu le mettre en millions de kilomètres carrés. Peu importe, c'est la même unité que j'ai utilisée partout. Donc, on a, mettons, pour la culture, 1,5 milliard d'hectares. Alors que la superficie de la planète, c'est 51 milliards. Donc, environ 2% de la surface de la planète est en culture. C'est normal parce que les océans prennent beaucoup de place. On a des déserts, etc. Et là, il y a une certaine productivité. Parce que dans la définition de la biocapacité, il faut tenir compte de la productivité des sols. Donc, pour les zones en culture, on a une certaine productivité qu'on exprime en hectares globaux par hectare. Là, vous allez me dire, c'est quoi un hectare global? C'est justement, c'est comme un hectare moyen qui correspond à une productivité moyenne. Et là, on peut voir que pour les cultures, c'est 2 fois plus que la moyenne. Alors que pour les pâturages, c'est 2 fois moins. Oui, question? Culture, est-ce qu'on entend seulement les végétaux ou l'aquaculture se trouve dans les cultures? Non, c'est seulement les végétaux. L'aquaculture, ça va être la dernière ligne. Donc, en ce qui concerne nos forêts, on a beaucoup plus de forêts et l'équivalence, c'est quand même 1,3. C'est-à-dire que ça nous fournit en principe cette zone plutôt productive. Si on la compare à la moyenne, parce que dans une forêt, il y a beaucoup de choses qui poussent, des champignons, des arbres, etc. Il y a nos zones bâties, nos zones de pêche, etc. Et on arrive à une équivalence de 1 hectare pour 1 hectare, évidemment. Et la biocapacité totale, c'est 11 milliards d'hectares, ce qui correspond à environ 22%
de la surface de la planète. Autrement dit, il y a à peu près 1/5 de la planète qui sert à nos besoins. Les 4 autres, on ne peut pas faire grand-chose avec. Même si on allait dans le désert, on ne pourrait pas aller chercher des biens de consommation. Il faut partir de quelque chose pour faire quelque chose. Bon. Oui. Très petite. C'est productif parce qu'il y a beaucoup de biens et services quand même. Il faut voir ça, il faut regarder tous nos besoins et se rendre compte que dans une ville, par kilomètre carré, il se passe bien des affaires. Et c'est pour ça que dans les villes, on dit que ce sont eux qui ont l'empreinte écologique la plus faible. Parce qu'ils vivent dans des villes. Donc, c'est tenu en compte. Évidemment, là, il faut prendre ça avec des pincettes, ce n'est pas des calculs précis, il n'y a pas de modèles mathématiques et d'équations qui nous permettent de trouver ces valeurs-là. Ce sont des estimés à force d'avoir des inventaires. Et là, si on regarde il y a 20 ans, est-ce qu'on était en équilibre ou non? Notre empreinte pour les différentes zones, on voit qu'on avait une empreinte de 2,3 hectares par habitant. 2,3 fois un carré de 100 mètres par 100 mètres. Et le gros de notre empreinte, c'était les énergies fossiles. On le voit à hauteur de 50%. Donc, à peu près la moitié de notre empreinte, c'est des énergies fossiles. La biocapacité, elle était de 1,9 hectares par habitant. Donc, autour de l'an 2000, on était en déficit écologique. Le déficit écologique, il a commencé il y a plusieurs décennies. Donc, là, on était négatif. Négatif surtout à cause de nos énergies fossiles. Si on se contentait de cultiver, d'élever, de profiter de nos forêts sans les couper, on aurait un bilan qui serait quand même positif. À cause de notre empreinte, qu'on appelle l'empreinte carbone, on est dans le rouge. C'est ce qu'on va voir ici bientôt. Ça, c'est la biocapacité. On peut voir qu'on a le Canada ici et les États-Unis, la Russie. Donc, on peut voir que plus c'est foncé, plus il y a une capacité de support à nos activités. Donc, les États-Unis, très forte capacité de support, plus que le Canada. Pourquoi plus que le Canada? J'ai qu'une réponse. Plus de population que de villes. Le Canada, c'est des villes. Parce que biocapacité. Température modérée. Température modérée. Les sols sont plus productifs. Ici au Canada, tout le nord, là, c'est la toundra, c'est pratiquement un désert. Je crois que ça peut changer, mais en tout cas, pour le moment, c'est le cas. Donc, on regarde la Russie, la Chine, etc., le Brésil, c'est une zone qui a une forte biocapacité. On regarde les pays qui en ont la plus grande. On voit que le Canada se situe au 6e rang mondial. Brésil, Chine, États-Unis, etc. Si on regarde maintenant l'empreinte de la population qui vit dans ces pays-là, le Canada, on est ici, on a les États-Unis, plus c'est foncé, plus que l'empreinte est grande. Là, je sais que vous ne voyez pas très bien, mais on peut voir ici, là, dans le centre de l'Afrique, il n'y a pratiquement pas d'empreinte de la part des États-Unis, parce qu'ils consomment beaucoup moins que nous. Donc, on a des zones où la population consomme moins, il y a des zones où on consomme beaucoup. La France et les États-Unis surtout. Si on regarde les principaux pays, la Chine, les États-Unis, l'Inde, la Russie, là vous allez me dire, le Canada n'est pas là? Non. Pourquoi? Parce que justement, comparé à l'Inde, à la Chine, aux États-Unis, on est beaucoup moins nombreux. Donc on est des dizaines de fois moins nombreux. Donc notre impact sur la planète reste quand même plus faible que ces pays-là. Et là, on va la ramener par tête de pipe, par habitant. Et là, on peut voir que c'est bien différent. Là, on est en tête. Par habitant, là, vous
voyez, on a de l'ordre de presque 10 hectares par personne. Tantôt, on disait que la planète va supporter 2. Donc, on voit qu'il y a un déséquilibre au niveau du Canada si tout le monde vivait comme les Canadiens. Oui. Il y a souvent une grande quantité qu'on va pour le chauffage. Est-ce que vous avez des statistiques dans le Canada pour les provinces? Oui. Oui. Le Québec doit être assez faible. Ça sent bien. Oui, oui. Donc, si on regarde l'empreinte écologique par habitant, comme on peut voir, ben, nous, on est vraiment dans la zone de ceux qui sont dans les foncés. Dans les foncés, c'est ceux qui excèdent la biocapacité. Donc, on est dans le rouge. Tandis que l'Afrique, c'est correct, l'Inde, c'est correct, les pays ici, l'Océanie, c'est pas. Donc, voyons, la partie, je dirais, sud de l'Asie, c'est correct aussi. Par contre, l'Amérique du Sud, le Brésil, ça ne fonctionne pas. L'Amérique du Nord, l'Europe, la Russie, la Chine. Donc, on se retrouve avec des pays qui sont capables de donner des ressources et d'autres qui en absorbent beaucoup. Donc, évidemment, ce qui est en vert, c'est les pays qui ont beaucoup de biocapacité. Le Canada, le Brésil, le Congo, l'Australie, la Russie, mais dans une moindre mesure. Et puis, il y a ceux qui sont en déficit écologique. Les États-Unis, le Mexique, le Maghreb, l'Arabie Saoudite, l'Inde, la Chine, etc. Donc, on a 51 pays qui sont capables de vivre avec leur surface de sol, si on peut dire. Mais il y en a 136 qui n'en sont pas capables. Soit parce que la population est trop grande, soit parce que justement, ils ont été moins favorisés par la géographie. Pardon? L'Angleterre, le nord de l'Europe, ça sont en déficit écologique. Donc, l'évolution au niveau mondial maintenant. Là, je vais présenter une photo. Là, ça va être depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est ce que la planète est capable de nous donner, c'est la ligne en tirée. Donc, c'est en milliards d'hectares. Et là, on peut voir que ça va en augmentant légèrement. Pourquoi ça va en augmentant légèrement? Un peu à cause des engrais. Il y a l'adaptation des plantes, mais ce qu'on voit surtout, c'est les modes de culture qui se sont améliorés globalement. Et il y a aussi le fait que la planète se réchauffe. Tous ces calculs-là, comme je vous dis, c'est pas extrêmement précis, mais ça donne une idée. La chose certaine, c'est que, alors, depuis les années 70, notre empreinte est plus grande que notre capacité, notre biocapacité. Et là, ici, on a l'empreinte carbone. Celle que je vous disais, la plus importante, c'est celle qui est en bas, là. Celle qui est en gris, là, gris-bleu. On peut voir qu'à l'heure actuelle, à cause de notre empreinte carbone, c'est déjà elle est déjà trop importante. Donc, on a ici pour les pâturages, ça c'est pour les zones de pêche en bleu, etc., etc. Donc, ça vous donne une idée, à l'échelle planétaire, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui l'est moins. Donc, ça c'est vraiment, là, ici on a mis un chiffre égal à 1. Que la planète, en 1970, était capable de nous donner, on a mis ça égal à 1. On n'a pas fait notre petite courbe ascendante. On a pris ça égal à 1. Et là, on s'est dit, notre empreinte, elle se comporte comment? Et là, on voit que ça augmente. Ça varie un peu d'une année à l'autre, parce qu'il y a des pays qui sont en décession, il y a toutes sortes d'événements sur la planète, mais on peut voir que c'est pas prêt de redescendre. Ça risque de prendre vraiment des actions drastiques pour qu'on soit en équilibre avec la biocapacité. Donc, ici aussi, une autre façon de le voir, biocapacité, et ça, c'est notre empreinte écologique. Donc, on voit qu'on est dans le rouge. Et c'est dû principalement à la population humaine. Depuis 1960,
notre population a plus que doublé. Le nombre d'êtres humains a plus que doublé depuis 1960. Depuis que je suis né. Donc, c'est quand même, on voit ici, si on ramène ça à 100%, on voit que notre empreinte écologique, elle est beaucoup déterminée par notre population. Mais il y a deux phénomènes quand même qui se passent, c'est que oui, on est plus populeux, mais les pays les plus pauvres essayent de ressembler aux pays les plus riches. Donc là, ça risque de causer un problème quand il y aura vraiment, quand les Chinois, on peut dire, ou les gens qui vivent en Inde, vont vivre comme ceux des États-Unis, ça risque d'augmenter beaucoup plus vite que la population. Espérons que ça n'arrive pas. Donc, en nombre de planètes, en 1970, notre empreinte écologique était celle de la planète. À l'heure actuelle, c'est une planète et 3 quarts. Et en 2035, je m'attends à ce que ce soit 2 planètes. Et c'est pour ça qu'on parle du jour de dépassement écologique. Le jour de dépassement écologique, cette année, ça tombait le 29 juillet. À partir de ce moment-là, c'est comme si on vivait à crédit. Donc, on regarde en 1970, c'était le 31 décembre. On pouvait vivre, on pouvait consommer, il n'y avait pas vraiment de problème. Mais à partir des années 70, etc., ça diminue. Et là, on arrive à l'ordre du 1er août. Donc, les 7 premiers mois, ça va bien. C'est comme si pendant les 5 derniers mois, il faudrait mettre l'interrupteur à off et dire on arrête tout. Ce n'est pas vraiment possible. Donc, la seule solution, c'est de réduire notre consommation. Oui, ça dépend des pays. Pour, évidemment, ça c'est pour à l'échelle de la planète. Pour certains pays, ils peuvent à peine faire un mois. Ici, pour le Canada, c'est le mois de mars. Donc, d'un pays à l'autre, la situation est bien différente. Si on regarde ici la Chine, elle est en déficit écologique et ça va en grandissant très rapidement. Si on regarde le Brésil, les États-Unis, ils sont en déficit écologique et ça se maintient. Ça n'empire pas. La situation n'empire pas. Pour la Russie, ils sont capables de supporter leur population de manière à peu près constante. Ils sont dans le vert, pas dans le rouge, ils sont dans le vert. Le Brésil, ils étaient vraiment dans le vert, mais là, puisqu'il y a déforestation, puisque leur population augmente, ils sont de moins en moins dans le vert. Si on regarde les pays européens, on peut voir qu'ils sont vraiment dans le rouge, sauf la Suède et quelques pays nordiques qui ont beaucoup de territoire et beaucoup de forêts. Donc, vous le voyez, avec ces petits dessins-là, on peut avoir un portrait du pays. Est-ce qu'ils consomment trop? Est-ce qu'ils ont des ressources? On le voit tout de suite, en fonction du temps. Pour le Canada, eh bien, notre biocapacité, elle était très grande dans les années 60 et elle diminue parce qu'on coupe nos forêts. Si on regarde notre empreinte, elle se maintient. Ça, c'est l'empreinte par personne et notre biocapacité par personne. Elle diminue aussi parce que notre population a augmenté beaucoup depuis les années 60. La population du Canada a au moins doublé, sinon plus. Donc, ramener par personne, ça va mieux. Parce qu'on vit en société, on s'organise. Donc, on est dans le vert. Puis notre biocapacité, c'est 51% de notre empreinte. Donc, on pourrait pratiquement doubler notre population. On vivrait encore bien dans le pays. Mais si tous les habitants de la planète vivaient comme nous, il faudrait 5 planètes. C'est ça qu'il faut bien comprendre, la distinction. Ici au Canada, on est peu populeux, on a beaucoup d'espace. Mais ailleurs sur la planète, c'est vraiment pas la même chose. Oui. Est-ce que notre capacité diminue aussi parce que nos sols se dégradent? Ça, c'est pas encore sûr. Mais il y a la question des incendies qui est celle qui est la plus problématique à l'heure actuelle. Parce que ça gruge beaucoup de nos forêts. Et c'est dans nos forêts qu'on retrouve le plus de biocapacité au Canada. En même temps,
me semble qu'il y a quelque chose qui vient derrière. Que oui, notre biocapacité est bonne parce qu'on ne prend même pas les choses chez nous, on conserve les choses. On va piger ailleurs, il y a comme un... Étant donné qu'on consomme à partir beaucoup de la Chine et d'autres pays, notre consommation au pays, on va dire qu'elle n'est pas tout à fait juste. Mais en fait, dans les calculs, c'est tenu en compte. C'est tenu en compte. Donc, puis de toute manière, c'est une augmentation qui est de l'ordre de 10 à 20 %. Pas beaucoup plus. Notre empreinte, parce qu'on consomme ailleurs, elle est plus grande, parce qu'on consomme juste ici, mais pas énormément plus grande. Donc, je vous indique que c'est environ 5 planètes, et on est très près des États-Unis, très près de l'Australie. Et si on regarde d'autres pays, le Japon, la France, l'Italie, on a vraiment des croûtes à manger. Donc, c'est tout à l'heure qu'il nous faudrait 5 planètes, mais notre empreinte carbone, c'est 5 hectares par personne. C'est 65% de notre empreinte. C'est notre transport, principalement, de centrales au charbon qui contribue à ça. L'empreinte de notre nourriture, c'est 21% qu'on mange. Puis ici, on le voit que par rapport à l'Inde, notre empreinte écologique due à la nourriture, elle est 1,6 hectares, c'est beaucoup plus que l'Inde qui est à 4 hectares. C'est 4 fois plus par habitant. Évidemment, l'Inde est beaucoup plus populeuse que le Canada, mais par habitant, l'empreinte écologique de la nourriture est 4 fois plus grande. Pourquoi? Parce qu'on consomme quand même beaucoup de viande et de produits laitiers, alors que l'Inde n'en consomme pas. Évidemment, là, la question là, du glyphosate, c'est large, mais je vais en parler tout de suite après. OK, donc, pour le Canada, on peut tracer un tableau et regarder pour nos cultures, les pâturages, etc. C'est quoi notre empreinte, c'est quoi notre biocapacité et c'est quoi notre bilan. Et là, on s'aperçoit que notre bilan est positif partout, sauf pour les énergies fossiles. Pour les énergies fossiles, là, une grande partie de notre empreinte n'est pas compensée. Donc, on est obligé de compenser à partir de nos forêts. Maintenant, si on regarde des villes, on a Paris, Londres, Montréal, etc. Ça, c'est l'empreinte en hectares globaux par personne. Donc, pour Paris, c'est 4,5. Pour Londres, c'est un peu plus. Montréal, un peu moins, etc. Calgary, plus. Pourquoi? À cause du charbon et du pétrole. Donc, si on regarde quelle surface il faudrait à la ville de Paris pour avoir une biocapacité pour sa population, il faudrait que Paris soit 900 fois plus grand. Donc, évidemment, le bilan écologique de la ville de Paris est négatif. Mais ça va du soi. Imaginez-vous que vous êtes en ville à Paris, on coupe les ponts, il y a plus de camions qui passent, là. Les gens vont dire, oh, on va aller dans le campagne, on va aller dans les banlieues, et on va aller se cultiver un peu de terrain ailleurs. Rapport de 900. Si on regarde Montréal, un rapport de l'ordre de 200, parce que Montréal est moins dense que Paris. Mais l'empreinte écologique est quand même comparable. Donc, c'est juste pour vous dire que il y a deux choses à comprendre ici, c'est qu'une ville, c'est commode parce qu'on peut abaisser notre empreinte écologique, mais à cause de la population et de la petitesse de ces territoires, une ville ne peut jamais être autonome. On ne peut pas considérer une ville mettre une cloche de verre par-dessus la ville et que ça va fonctionner. Ça ne fonctionnera vraiment pas longtemps. Quelques jours à peine. Donc, c'est ce que j'ai voulu vous présenter ici. Si on regarde au Québec, ben on n'en a pas de données. Il a fallu que j'appelle à un moment donné RPNI, l'ancien commissaire au développement durable.
Lui avait fait une étude quand il était au gouvernement, quand il était commissaire, et après quelques mois, il a réussi à avoir une idée. Il dit on consomme, le Québec consomme comme 3 planètes. C'est ce qui est arrivé. Et là, il fallait attendre 2018 que l'équipe universitaire à Montréal décide de calculer l'empreinte écologique de la communauté urbaine de Québec et de Montréal. Et ils ont comparé avec d'autres villes. C'est ce qu'on voit ici. Québec et Montréal, c'est 4,3 hectares par habitant. Alors que si on regarde Halifax, c'est beaucoup plus élevé, Calgary, Edmonton, beaucoup plus élevé. Parce que nous, on a l'hydroélectricité. Et là, on peut le voir pour différents secteurs. Est-ce que c'est la nourriture, le logement, le transport, etc. Et on peut voir que, en ce qui concerne le transport en vert, c'est à peu près la même chose pour tout le monde. Mais pour la maison, le logement, c'est beaucoup plus grand à Halifax ou à Calgary qu'à Montréal et Québec. Et ça, c'est à cause évidemment de notre hydroélectricité. Là, on le voit sur ces bâtonnets-là. Si on regarde l'empreinte carbone, là, c'est l'empreinte écologique. L'empreinte carbone, elle est plus faible, mais elle est quand même grande. 2,7 hectares par personne, Québec et Montréal. Donc, elle est moins grande que d'autres villes. Donc, ça nous donne une idée également de ce qu'on peut gagner. On dit que notre empreinte est trop grande, combien qu'on peut gagner? Donc, on le voit à partir de ces graphiques-là. Pour le transport, c'est 1,4 hectares. Et il y a deux types de transport. Il y a le transport, la chose du transport, et puis il y a le service de transport. Finalement, c'est nos autos qui consomment le plus, c'est pas nos transports collectifs. L'empreinte collective de nos autos est plus importante. C'est ce qu'on voit là. Donc, ici, je l'ai intitulé « Merci d'être venu ici ». C'est parce que ce soit au Canada, on a un bilan écologique positif. Dans les villes, c'est négatif. À Saint-Alexis-des-Monts, c'est sûrement positif. Parce qu'il y a très peu, il y a beaucoup d'hectares par habitant disponibles. 38 hectares disponibles par habitant. Donc, étant donné qu'on est entouré de forêts et des sols productifs, jusqu'à un certain point, en tout cas, eh bien, on a tout lieu de croire que le bilan à Saint-Alexis écologique est positif. Parce qu'il y a peu de population et beaucoup d'espace. Donc, il y a moyen de calculer votre empreinte avec des calculateurs qu'on trouve en ligne. Ici, c'est le WWF, mais il y en a d'autres. Il y a le Global Footprint Network. Mais ça, je vais laisser les liens. Donc, je l'avais fait une fois, puis je m'étais rendu compte que mon empreinte écologique était de 3,2 hectares. Donc, 1,8 planètes que je consommais, parce que je n'ai pas de voiture électrique. Fait que, malheureusement, c'est ça qui grève un peu mon bilan. Mais c'est difficile d'aller à un. Vraiment difficile. J'ai demandé à d'autres personnes, avez-vous atteint une planète? Toujours un peu plus. Et pourquoi? Il y a une raison à ça, c'est l'empreinte écologique des Canadiens en fonction de leur salaire. Et là, ça devient important. Là, je vais vous demander votre salaire à chacun. Bien, juste pour vous le dire, plus vous gagnez cher, plus notre empreinte écologique est grande. Donc, un ménage à 150 000 $ par année, c'est 5,5 planètes. Un ménage, là, vraiment, dans les bas revenus, c'est, je dirais, moins de 2 planètes, autour de 2 planètes. Donc, déjà, ça vous donne des indications que, oui, c'est bien le fun d'avoir de l'argent, mais si on est vraiment écolo, si on veut diminuer notre empreinte écologique, vaut mieux se contenter de peu, d'avoir de petits revenus. Comme ça, on n'est pas tenté de faire des voyages en avion. Voilà. Le futur maintenant, est-ce qu'on va continuer à avoir besoin de plus en plus de planètes ou si on va redevenir raisonnable et trouver un équilibre entre la biocapacité et l'empreinte écologique? Eh bien, il y a différents scénarios possibles.
Ici, il y a une bonne conférence de 25 minutes que je vous encourage à écouter de Arthur Keller, c'est un Français. Puis il dit que dans notre population, on a différents individus. On a les illémitistes, c'est des gens qui pensent qu'on peut toujours croître. Donc, ça, c'est la plupart des économistes, je dirais. Et puis, ceux qui sont les supérabilistes qui vont dire ben, on va s'ajuster. Plus tard, on va s'ajuster, on va faire en sorte d'avoir un équilibre. Ces gens-là ne s'aperçoivent pas qu'on est déjà en déficit. C'est ce qui les différencie des décroissants. Les décroissants, ils savent qu'on a déjà dépassé des seuils et qu'il faut diminuer. Et puis, il y a finalement les collapsistes, comme on les appelle, c'est ceux qui parlent d'effondrement. C'est ceux qui essaient de trouver comment faire en sorte de décroître, de quelle manière pour avoir un effondrement qui serait le moins rude possible pour la plupart des sociétés. Donc, encore là, on a différentes courbes, mais j'encourage vraiment l'écouter. Je vais résumer, si vous le désirez, encore 5 minutes. Donc, la biosphère, nous sommes en déficit écologique, premier point important. Deuxième point important, 65% de l'empreinte écologique au Canada, ce sont les énergies fossiles. L'empreinte écologique des Québécois est 2 fois moindre que celle des autres Canadiens à cause de notre hydroélectricité. C'est pas parce qu'on est plus vertueux. Quatrième point, il faut réduire nos transports qui utilisent des énergies fossiles, avions, trains, bateaux, autos. Là, je parle plutôt des Québécois. Il faut diminuer notre consommation de viande. Le modèle que je vous ai présenté aujourd'hui avec les mesures en hectares, c'est pas un modèle qui permet de prédire l'avenir. C'est pas non plus un modèle parfait. Il peut être critiquable, mais c'est le meilleur pour nous à l'heure actuelle. Il faut rejeter le modèle de croissance économique et adopter des modes de vie plus sobres. C'est un peu ma conclusion. Et juste vous donner quelques citations. Ici, c'est Edgar Morin qui dit que c'est à cause de l'économie qu'on s'est trouvé là. Il dit que c'est la relation au non-économique qui manque à la science économique. Elle oublie la complexité. Elle oublie qu'elle dépend de ce qui dépend d'elle. Incapable de prévoir les participations et le devenir. L'incompétence économique est la problématique première de l'économie. On considère l'économie comme une science, mais ce n'est pas une. David Suzuki le disait autrement. Il dit « L'air que nous respirons est beaucoup plus important que l'économie. » Il faut se rappeler que l'économie, les multinationales, les règles du marché sont des créatures que nous avons inventées et que nous pouvons modifier. Et là, on vient de signer le traité de libre-échange avec l'Europe qui va vraiment nous empêcher d'atteindre nos cibles de réduction climatique, va nous empêcher de réduire notre empreinte écologique. Donc, c'est important ce qui est dit là par David Suzuki en 2011. Finalement, Einstein il dit qu'il fallait qu'on change notre mode de pensée si on voulait survivre. Il a dit ça dans les années 40 avec l'avènement de la bombe atomique, mais je pensais plus largement aussi. Puis finalement, Edgar Morin, sur une note plus positive, il dit « Renoncer au meilleur des mondes, ce n'est pas renoncer à un monde meilleur. » Fait que, une liste de références, ici je vous laisse 3 livres que vous pouvez voir, et puis je pourrais répondre à vos questions. Oui, monsieur. Depuis l'avènement des hommes d'affaires, des industries et des commerces, on a changé des inventaires. Les magasins, on a vu des inventaires, on a fait du transport par camion. Ça, je pense qu'on contribue beaucoup à la pollution. Oui, pour le Québec, si on voudrait, on pourrait éliminer ça par un autre mode de transport. Le train ou le bateau électrique. Oui, électrique. Il y
n'y aurait aucun problème à avoir un train électrique. Oui. Oui. Avec les batteries. Les batteries, là, vous voyez l'empreinte écologique, comme je dis, c'est pas parfait. Elle ne tient même pas compte des mines. Et le fait de, évidemment, d'avoir des mines, ça nous enlève des surfaces de notre biocapacité. Mais les mines, il y a certaines mines que là, ça s'en vient de plus en plus difficile d'extraire certains métaux. C'est pour ça qu'on parle de métaux rares, des terres rares, etc. Donc, là, il y a un problème qui va survenir quand la Chine va serrer la vis. Ça va devenir difficile de produire autant. Mais les problèmes des batteries n'est pas nécessairement lié au problème des terres rares ou des mines. Il y a moyen, parce que du lithium, il y en a une quantité considérable, il y a même moyen, avec les nouvelles technologies comme les supercondensateurs, d'avoir des batteries qui sont encore beaucoup plus compactées, qui sont beaucoup plus petites, plus denses. Donc, moi, je crois que le problème des batteries va se résorber dans les futures années. Mais n'empêche que notre consommation, ça reste un problème. Avoir une batterie qui dure, ça va. Pourquoi qu'elle ne durerait pas toute sa vie? Au lieu d'avoir une batterie qu'on consomme, qu'on jette, qu'on consomme. C'est sûr, il faudrait commencer par modifier, oui, les autobus, le métro, tout ça. Il faudrait que tout ça soit électrifié et ensuite, évidemment, aider la population à s'électrifier, avoir des subventions. Heureusement, on en a pour nos autos, pour nos voitures. Et puis, il faudrait qu'on soit aidé aussi pour avoir peut-être un peu plus d'énergie solaire, de géothermie. Là, à l'heure actuelle, nous ne sommes pas aidés par le gouvernement. Il y a bien des gens qui aimeraient pouvoir consommer moins d'électricité. Oui. Écoutez, malheureusement, nos gouvernements ne sont pas responsables, que ce soit la Couvreur à Courrières ou d'autres usines comme à Noranda. Au lieu d'avoir des normes sévères, ben non, on allège les normes pour ces industries-là à cause des emplois et à cause de l'investissement étranger. Mais non, ce n'est pas raisonnable, c'est pas scientifique, ça n'a aucun sens. Il y avait d'autres questions ici? Non? En tout cas, je vous remercie. Je suis pas là, il est presque 1 heure. Je sais que Serge va vouloir donner sa conférence à sortie. Mais je peux encore répondre à quelques-unes de vos questions. Il y en avait une qui était madame. Votre nom, s'il vous plaît. Je vais parler tantôt des engrais, du glyphosate. Je peux peut-être vous répondre un peu. Le problème des engrais, surtout azotés, c'est que le cycle de l'azote avec cette planète Terre a été perturbé par la fertilisation avec nos engrais azotés, principalement l'urée. Il y en a d'autres, surtout l'urée. Les cultures de maïs demandent beaucoup d'urée. Pourquoi? Pour faire du carburant. En Montérégie, même aux États-Unis, la moitié de l'urée ne sert pas d'alimentation, même pour le bétail, ça sert pour nos autos. Donc, on dégrade nos sols. Et en plus, on sait que l'azote et le phosphore se retrouvent dans nos rivières. Ça se retrouve à un moment donné dans les deltas. Donc, plus de population. Ensuite, il y a les algues vertes qui se développent, etc. Et tout ça, parce qu'on en a mis trop, parce qu'on a décidé d'en mettre. Et tout ça pour des autos ou pour du bétail, que si on consommait moins de viande, on n'aurait pas besoin. Donc, quand tu regardes tout ça, je trouve que c'est habile qu'Alain Deneau parler, là, mais Alain Deneau va être tout de nous raconter ça.
c'est la même idée, c'est que ça n'a ni queue ni tête. Madame pose le problème démocratique, le problème électoral. Comment ça se fait que les politiciens pensent à court terme? C'est sûr que c'est récent que je croirais pouvoir gagner ces élections. Je pense qu'il y a eu des gouvernements responsables dans le passé. Dans les années 60, 70, dans la question de l'environnement et de plus récent, il y avait des gouvernements qui étaient prêts à passer à l'action, d'avoir des lois contraignantes. Déjà au Canada, on parlait de taxe carbone à 200 $ la tonne dans les années 80. Donc, là aujourd'hui, on a des taxes de carbone à 20 $, ça énerve tout le monde. Donc, je veux dire que c'est pas juste la question électorale, c'est la question de ceux qu'on va gouverner. Il y a également le fait que maintenant tout est devenu globalisé et ça complique. La question des lobbies, c'est la corruption, parfois financière, parfois idéologique. C'est que c'est sûr que ça contribue. Parce que quand il a commencé à avoir des multinationales, les multinationales comme Total, BP, etc., ont un PIB, un pouvoir financier plus grand que les pays, que ce soit le Bangladesh, le Pakistan. Il paraît que c'est eux qui viennent de avec le oui. Le Total est capable de contrôler finalement ce qui passe dans un aéroport, ce qui arrive dans certaines frontières, alors que le pays lui-même n'est pas en mesure de faire. Donc, je suis d'accord avec ça que les multinationales, il aurait fallu, là, à cause de la financiarisation de l'économie, à cause d'un autre problème, c'est que là, il y a des paradis fiscaux avec des individus, parce que là, on parle plus de compagnies, des individus qui détiennent des quantités considérables de capitaux qui peuvent faire en sorte de faire déraper les politiques environnementales. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Sinon, je ne sais pas si vous cherchez aussi la faire. Non, mais il faut que ça se passe. Il faut que les gens, les plus jeunes, je dirais là, assumer, il ne faut pas se faire passer n'importe quoi. Déjà là, on se fait passer n'importe quoi. On parle d'un grand séquence. Moi, je pose une question pour le voiture électrique, je n'ai même pas de réponse. Il faut qu'ils soient électriques. Là, la dernière nouvelle qu'on a su, c'est que ça ne passerait pas. Là, c'est vraiment décourageant parfois. Et moi, on est. Justement, ton attitude, tu as mis les réponses d'attitude. Ok, tellement militaire depuis longtemps. Là, tu vas lutter jusqu'à la mort, mais moi, j'appelle de ceux qu'on sont des prédateurs. C'est pas juste des victimes. Ça fait longtemps que les rois, puis qu'on est une population de gentils, on se fait des prédateurs, puis ça. L'emploi qui s'en fait, qui planent, qui vont aller ailleurs après, ils laissent mourir le monde. C'est comme, c'est dur de dire que tu vas aller combattre les autres méchants qui peuvent être méchants. C'est un vrai prédateur, ça me fait comme ça. On est là à essayer de continuer là. Bien patient. Moi, là, dans les articles, le monde a besoin d'être attentionniste. Moi, je pensais que quelque chose. Ça veut dire des fonds épouvantables, des grosses catastrophes de l'aide de l'Ontario que les Canadiens. Une conférence de 3 pièces, les modèles différents des fonds. Ça, il faut maintenant. C'est important de faire une idée sur ce qui se prépare. Là, je vous ai parlé de l'état actuel, et c'est tout le temps de parler. C'est pas mieux. Disons que c'est plus. Mais ça va être purificateur. Disons que c'est pas de coopération. Parce que sinon, ça va coûter du nez d'un reste. Ça va vraiment, là, ça sera pas long. On va bien discuter là-dessus. Dans les grosses épreuves, l'entrée sur
faire, des choses comme ça, parce qu'il y avait, ça avait passé un temps de guerre, je sais, il y avait un effort, je dirais, de toute la nation, de l'ensemble de la nation, pour parer au problème. Là, on a un problème, c'est très clair, pas un nom. Le problème, c'est un problème vraiment d'empreinte écologique qui est trop grand. Oui, il est possible. Comment on fait? Il faut vraiment que les pays se mettent ensemble, que les gens à l'intérieur soient solidaires. Il ne faut pas qu'il y en ait une qui décide de se prendre, de avoir une empreinte carbone 10 fois plus que l'autre, donc de avoir un ticket. Si tu veux avoir, tu veux te payer un voyage à l'avion, ben écoute, remplis-nous une demande, là, une offre de mission qui explique pourquoi, et si c'est important, oui, c'est sûr que la médecine va toujours être importante. Les scientifiques vont être importants. Je comprends que certains universitaires ont besoin de voyager, mais beaucoup moins qu'avant. Je pense que là, pour aller prendre l'avion, là, moi j'avais fait un billet, c'est pas grave, 3 jours de vacances. Voyager ici. Moi, il devrait avoir une police qui dit que non, ça ne passera pas de même. En tout cas, je vous remercie, je vais aller voir ça. C'est bon, c'est c'est